Le gouvernement américain a toujours mené une politique étrangère très agressive. Les États-Unis sont intervenus dans des dizaines de pays à travers le monde. Mais ce qui est unique avec Donald Trump, c'est que nombre de ces politiques agressives ne visent pas seulement les adversaires des États-Unis comme la Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela et Cuba, mais aussi des alliés de longue date des États-Unis. Trump a imposé de lourds tarifs douaniers qui ont nui aux économies d'alliés clés des États-Unis comme le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. En fait, les détails de l'accord que Trump a imposé au Japon sont assez choquants. Cela a été rapporté par le Financial Times qui a souligné que le Japon doit faire face au prix croissant de l'amitié américaine, même si je dirais qu'il ne s'agit pas tant d'amitié que d'être un vassal. Le Japon est occupé militairement par les États-Unis depuis 80 ans et nous voyons maintenant le coût de cette relation impériale, car dans le cadre de l'accord commercial que Trump a imposé au Japon, les États-Unis vont imposer des droits de douane de 15% sur les exportations japonaises vers les États-Unis, tandis que le Japon n'est pas autorisé à imposer de droits de douane sur les exportations américaines vers le Japon. De plus, ce qui est choquant dans cet accord, c'est que le Japon est contraint d'investir 550 milliards de dollars dans l'économie américaine et doit le faire avant le 19 janvier 2029, qui est le dernier jour de Trump en tant que président des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Dans cet accord impérial extrêmement déséquilibré, le gouvernement américain a un contrôle total sur les investissements du Japon. Nous parlons ici d'un investissement de 500 milliards de dollars et, comme l'a souligné le Financial Times, cet accord, je cite, dégage une forte odeur de coercition. Une nation souveraine, en l'occurrence le Japon, est contrainte de canaliser des investissements publics et privés vers un pays bien plus riche selon une structure ouvertement dirigée par le président américain. Une fois que le Japon a récupéré son investissement, il ne perçoit ensuite que 10% des flux de trésorerie du projet, contre 90% pour l'Amérique. Oui, le Japon a un droit de regard nominal via un comité consultatif sur le choix des projets, mais il n'y a aucun Japonais dans le comité d'investissement qui est bien plus puissant et c'est Trump qui prend la décision finale. Oui, le Japon peut choisir de ne pas financer un investissement, mais s'il le fait, les États-Unis peuvent imposer de nouveaux droits de douane au Japon, à un taux déterminé par le président. Fin de citation. C'est donc un accord extrêmement déséquilibré. Les États-Unis obtiennent 90% du retour sur investissement et Trump a personnellement le contrôle sur les 550 milliards de dollars d'investissement du Japon aux États-Unis. Mais il n'y a pas que le Japon. La Corée du Sud, un autre allié de longue date des États-Unis, qui est militairement occupé par les États-Unis depuis plus de 70 ans. La Corée du Sud a également été contrainte de signer un traité inégal avec les États-Unis, dans lequel les États-Unis imposent des droits de douane de 15% sur les exportations coréennes et la Corée n'a pas le droit de riposter. Mais ce n'est pas tout. Trump a humilié la Corée et l'Agence américaine de l'immigration, ICE, a mené une descente dans une grande usine coréenne en Géorgie et a arrêté plus de 300 travailleurs sud-coréens dans des conditions humiliantes, en leur passant les menottes et en les traitant comme des criminels. Cela a indigné la population sud-coréenne sur tout le spectre politique, de la gauche à la droite. Les médias condamnent ces abus envers les travailleurs sud-coréens et présentent leur traitement comme celui de prisonniers de guerre, dépeignant Trump comme un tyran agressif. Et tout ce scandale est aussi profondément hypocrite, car Trump a affirmé vouloir réindustrialiser les États-Unis, mais il s'en prend maintenant aux investisseurs étrangers qui construisent des usines dans le pays. Le Financial Times a souligné que les grandes entreprises sud-coréennes, Hyundai et LG, avaient déjà investi 20 milliards de dollars dans cette usine en Géorgie et prévoyaient d'investir encore 20 milliards de dollars. C'est pourquoi un représentant du gouvernement sud-coréen a déclaré au Financial Times que les États-Unis avaient placé ces entreprises sud-coréennes dans une, je cite, position impossible, fin de citation, et comme l'a écrit le FT, je cite,
Des gouvernements américains successifs les poussent à investir des milliards de dollars pour relancer l'industrie américaine tout en refusant de faciliter l'obtention de visas de travail temporaires nécessaires à la réalisation des projets dans les délais. Fin de citation. Et cet article a interviewé le responsable de la recherche à la Korea International Trade Association, qui a déclaré, je cite, « Le gouvernement américain est hypocrite. Il demande à la Corée d'investir davantage aux États-Unis tout en traitant les travailleurs coréens comme des criminels, alors même qu'il sait parfaitement qu'ils sont nécessaires à la réalisation de ces projets. » Fin de citation. Et cela s'explique par le fait que les États-Unis ne disposent pas des travailleurs qualifiés qui savent réellement construire ces usines de haute technologie et fabriquer ces biens manufacturés de pointe. Mais au lieu de former les travailleurs américains pour qu'ils deviennent techniciens et ingénieurs afin de travailler dans ces usines et d'aider à les concevoir, l'administration Trump fait exactement le contraire. Trump a signé un décret pour abolir le département de l'éducation qui est actuellement dirigé par une milliardaire issue du monde de la lutte professionnelle, Linda McMahon, qui ne sait même pas ce qu'est l'intelligence artificielle. Je ne plaisante pas. Elle ne sait vraiment pas ce qu'est l'IA. Donc, le résultat des politiques très agressives de Trump, c'est que, premièrement, les États-Unis ne se réindustrialisent pas. Ils ne ramènent pas les emplois dans l'industrie manufacturière. C'est même le contraire qui se produit. Et deuxièmement, Trump est en train d'aliéner des alliés de longue date des États-Unis, comme le Japon et la Corée du Sud, qui, rappelons-le, restent militairement occupés par les États-Unis. Et même eux cherchent désormais à diversifier leurs relations étrangères, ils améliorent leurs relations avec la Chine et commercent davantage avec la Chine, alors que leurs populations sont scandalisées par les attaques flagrantes des États-Unis contre leur souveraineté. En fait, le premier ministre japonais Shigeru Ishiba a été poussé à démissionner après avoir signé cet accord humiliant avec les États-Unis, qui profite à Washington au détriment de Tokyo. Et la même chose s'est également produite en Europe. Trump a imposé un autre traité inégal aux soi-disant alliés des États-Unis en Europe, forçant l'Europe à accepter des droits de douane américains de 15% sur les exportations européennes vers les États-Unis, alors que l'Europe ne peut pas riposter. Et Trump s'est également vanté que l'Europe investirait des centaines de milliards de dollars aux États-Unis et achèterait des armes auprès des entreprises américaines du complexe militaro-industriel. Tout cela rappelle la citation du défunt criminel de guerre américain et stratège impérial Henry Kissinger, qui a dit, je cite, « Il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être son ami est fatal. » Fin de citation. Et les soi-disant alliés des États-Unis en Europe, au Japon et en Corée du Sud l'apprennent à leurs dépens. Ce qui est également frappant, c'est de comparer la manière dont les États-Unis traitent leurs soi-disant alliés avec la façon dont les pays des BRICS, dans le Sud global, construisent des institutions alternatives, approfondissent leurs échanges et coopèrent ensemble pour bâtir un nouvel ordre mondial multipolaire. En septembre dernier, nous avons assisté à des avancées historiques en Chine lorsque l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, a tenu un sommet historique dans la ville chinoise de Tianjin, auquel a également participé le Premier ministre indien Narendra Modi. Et l'Inde et la Chine ont considérablement amélioré leurs relations après des années de conflit, ce qui intervient après que le gouvernement américain a tenté pendant des décennies de diviser la Chine et l'Inde, de diviser les BRICS, de diviser l'OCS. Mais l'agressivité de Trump a en réalité rapproché ces pays et accéléré leur volonté de créer une nouvelle architecture financière internationale qui n'est pas contrôlée par les États-Unis et qui n'est pas basée sur le dollar américain, mais utilise plutôt les monnaies nationales des pays des BRICS et des membres de l'OCS. Donc d'un côté, vous avez les alliés des États-Unis en Europe, au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Les États-Unis imposent des traités inégaux à ses vassaux, qui nuisent à leurs économies et profitent aux États-Unis au détriment de leurs propres intérêts économiques. Pendant ce temps, les pays des BRICS, qui représentent la majorité mondiale, construisent un nouveau système financier fondé sur une coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Le contraste est très frappant.
Et pour discuter de cela plus en détail, j'ai le privilège d'être rejoint aujourd'hui par le célèbre économiste Michael Hudson. Je l'ai interviewé pour discuter d'un article qu'il a publié intitulé « Trump attaque l'Europe, la Corée, le Japon, les forçant à subventionner et à déplacer leur industrie vers les États-Unis ». Je vais maintenant vous présenter quelques extraits de notre entretien. Ce que Trump et la politique américaine essayent de faire, c'est une politique de coercition économique pour essentiellement imposer à ses alliés l'Europe, l'Union européenne, les pays de l'OTAN, le Japon, la Corée, peut-être l'Australie aussi, de dire, eh bien, si nous ne sommes pas capables de contrôler et de dominer l'OCS et les pays des BRICS, consolidons notre contrôle sur nos alliés. Et si nous voulons essayer de renforcer la puissance industrielle de l'Amérique et avec elle notre puissance militaire et notre capacité à contraindre d'autres pays sur le plan diplomatique, alors nous devons nous appuyer sur la puissance économique de nos alliés. Et il s'agit essentiellement d'un plan d'exploitation. Trump pense que le marché américain a été si crucial pour d'autres pays qu'ils feront tout pour subordonner leurs propres intérêts à long terme, simplement pour conserver l'accès au marché américain à court terme. Trump a une tactique habituelle. Il a dit, eh bien sûr, nous pouvons annuler les droits de douane que nous avons menacé d'imposer pour déstabiliser votre économie, mais nous voulons une contrepartie. C'est ce que nous appelons aux États-Unis un simple racket de protection. Et Trump avait dit, eh bien, si vous suivez certaines politiques américaines et si vous acceptez de délocaliser votre industrie aux États-Unis et de nous aider à nous industrialiser, de transférer vos usines automobiles, vos sites de production industrielle, vos industries clés, oui, Volkswagen et tout comme Hyundai en Corée et Nissan, toutes ces entreprises, elles, vos sociétés pourront continuer à faire des profits. Mais vous les ferez en délocalisant votre production de votre pays d'origine vers les États-Unis. Et donc, il a obtenu des promesses de leur part pour qu'ils se déplacent vers les États-Unis, ainsi que des engagements à réduire les droits de douane en échange de leur soutien aux politiques américaines. À la fois Trump et le secrétaire d'État Rubio ont dit « Cela ne nous sert plus. Nous ne pouvons plus concurrencer sur un marché équitable. Nous n'allons pas être équitables parce que nous n'en avons pas besoin car d'autres pays sont devenus tellement dépendants du marché américain que nous pouvons leur donner un coup de poing au visage et déstabiliser leurs économies si nous le voulons. Ils n'ont vraiment pas d'autre choix que de se rendre. C'est ce que l'Amérique croyait. Et ces accords servent en fait de leçon en montrant, eh bien, vous avez le nouvel ordre international qui est en train d'être défini par l'OCS et la réunion des BRICS et l'alternative. Regardez simplement ce que les États-Unis ont fait pour l'Europe, le Japon et la Corée. Voilà l'alternative.